c'est la passion d'un sujet, quoi. C'est la passion de quelque chose, ça peut être la passion de la musique. Aimer la musique à tel point, tu vois, je sais pas, aimer un style musical, puis s'y intéresser très fortement, tu vois. Et puis c'est une telle passion que du coup, je sais pas, tu regardes les canards en kiosque et puis tu retrouves pas les groupes que t'aimes dedans. Alors tu te dis, ben tiens, j'adore ça, j'ai envie d'en parler. Tiens, ben voilà, je vais prendre mes petites mains et puis je vais le faire parce que ça existe nulle part ailleurs. Et puis quelque part, c'est aussi, tu vois, ce besoin de produire quelque chose, quoi. Et je pense que de toute façon, quand tu fais des fanzines, tu commences à saisir toutes les étapes de production. Enfin, c'est hyper intéressant. Ça te permet d'avoir une vision globale de la chose, de la création à la diffusion. C'est complet. Et du coup, ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit sur ce qui peut se faire à côté. Tu vois, dans les circuits plus traditionnels. Tu connais un petit peu... voilà, tu sais comment ça se passe. Et puis à la fois, t'as réussi à le faire de A à Z. Tu maîtrises ça. Et du coup, je pense que derrière, t'as pas le même regard sur le monde, tout simplement. T'as pas le même regard sur les industries culturelles. Et si après, derrière cette pratique du fanzina, tu te professionnalises parce que certains deviennent auteurs de bandes dessinées, tu vois, publiés par des grosses maisons d'édition, par exemple, ou alors journalistes. Ça peut être beaucoup de choses, graphiste, peu importe, tu peux évoluer comme ça aussi, ça peut te permettre d'évoluer derrière de façon professionnelle, même si à la base c'était pas la finalité. Et ça te permet de différencier quand même un petit peu parce qu'à un moment donné, tu t'es vraiment investi dans une production de A à Z, t'en connais les clés, et puis ouais, t'as construit aussi cette identité par rapport à ce mode de fonctionnement. Tu vois, pareil au niveau de l'édition, tu retrouves toujours un grand groupe économique derrière, quoi. Comment tu veux que les contenus soient pas influencés après? Alors je pense qu'il y a des journalistes qui font bien leur métier et puis qui défendent une certaine forme d'indépendance et tu trouves des papiers très corrects évidemment dans la presse traditionnelle. Mais le fanzina, ça n'a rien à voir. C'est juste à côté, voilà. On a envie de parler d'un sujet, on en parle et puis on se dit pas que ça fera tort à tel ou tel partenaire financier, parce qu'on s'en fout, on n'est pas là-dedans. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que dans les années 80, effectivement, avec l'arrivée du photocopieur, il y a une explosion du fanzine. En plus, ça correspondait à tout le mouvement do it yourself. Enfin, tu vois, du coup, il y a eu une explosion de production incroyable. Après, j'ai l'impression que dans les années 90, il y a eu des spécialisations au niveau du fanzina, avec le graphzine, tu vois, des choses comme ça, un peu plus pointues. Et puis après, peut-être, oui, voilà, dans les années 2000, avec une appropriation sociale plus importante d'Internet, on va dire, et puis des outils informatiques, tout le monde s'est un petit peu jeté voilà, sur Internet, sur les sites Internet, sur aussi les blogs et tout ça. Et du coup, il y a eu peut-être une baisse de la production papier. Après, les gens se sont rendus compte que Internet ne permettait pas les mêmes possibilités. Et du coup, certains sont revenus au fanzine papier et d'autres font les deux. C'est-à-dire que sur Internet, tu vas pouvoir actualiser très vite, donner des infos, tac, 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 comme ça. Et puis, sur le papier, produire des articles de fond, faire des choses plus... Des beaux objets, en fait. Et j'ai l'impression que là, en ce moment, donc Internet, voilà, c'est bien installé, les informations, elles sont profuses, et puis elles se transmettent à une vitesse... Enfin, on est dans l'immédiateté, et ça, c'est pas du tout remis en question. Mais à côté, on a un retour, tu vois, un attrait pour l'objet, quoi. L'objet vinyle, disque vinyle, les belles pochettes et tout. Alors qu'à côté, on a les contenus qui sont dématérialisés complètement. Enfin, ça, c'est pour tout type de contenu, que ce soit la musique, enfin, c'est pour tout. Mais voilà, à côté, ce que je voulais dire, c'est que c'est pareil pour le papier. On aime, tu vois, l'objet. Et du coup, on arrive, on voit débarquer, enfin nous on reçoit plein de fanzines encore, tu vois, on a une moyenne de 150 fanzines reçues par mois. C'est anecdotique, mais l'autre jour j'ai reçu une lettre par la poste, une lettre papier, et j'ai trouvé ça génial. Enfin, c'est pas, ça m'a ému, tu vois.
un objet, un papier. Tu vois, on a des mails, on en reçoit 15 000 par jour. Et d'un coup, la lettre qui avant n'avait pas de valeur, on prend. Et c'est exactement la même chose avec le papier, avec les fanzines, avec les disques, vinyles. Enfin, pour moi, c'est des parallèles. Souvent, il y a une question qui revient, c'est tiens, la fanzinothèque, tiens, est-ce qu'il y a des fanzinothèques ailleurs? Et c'est aussi une question que je me posais, puis j'y répondais partiellement. Et je voulais un petit peu creuser ça, et je suis tombée sur un fanzine espagnol qui s'appelle PES, c'était le numéro 3, et le gars avait fait un boulot incroyable, tu vois. En fait, un dossier sur plein de fanzinothèques du monde entier. Et c'était exactement ce que je cherchais. Et hop, ça arrivait tout cuit par PDF sur mon ordinateur. Et je trouvais ça fabuleux. Et du coup, j'ai contacté le gars. Avec une pote espagnole, tu vois, on a décortiqué le contenu. Et c'est comme ça. Et je me suis dit, putain, mais ce serait génial pour les 20 ans de regrouper toutes ces personnes-là. Parce qu'on a évidemment des points communs. On archive des fanzines, on travaille là-dessus, on diffuse, on valorise cette expression-là. Et puis quelque part, on se connaît pas. C'est un peu dommage. Et du coup, voilà, je les ai branchés. Certains m'ont répondu, d'autres m'ont pas répondu. Et donc, ça a donné 4 personnes des États-Unis. Donc, tu as New York, tu as Portland, tu as la Nouvelle-Orléans, tu as Boston, tu as 2 infoshops, donc c'est encore différent. Enfin, t'as 2 infoshops de Londres, un autre gars qui fait un gros festival de fanzine sur Londres, tu as la BDTK de Lisbonne. T'as des Espagnols, t'as un Italien. Et en fait, je me suis rendu compte que tous ces gens-là que j'avais branchés travaillaient sur le fanzine, étaient passionnés et puis faisaient ce travail documentaire, tous de façon hyper différente et avec des fonctionnements variés. Et que ce sera à un moment donné super intéressant de les regrouper. Et donc, pour les 20 ans de la fanzinothèque, c'est encore mieux pour essayer de travailler avec eux en réseau, quoi. Parce que après, j'avais l'impression que voilà, on est bien identifié des réseaux de fanzines, on évolue dans cet univers-là. Et c'est bien aussi de se mettre en réseau avec des structures qui font la même chose que nous, mais qui peuvent être éloignées géographiquement. Parce qu'on peut compléter nos collections, on peut faire tourner des expos. Il y a plein de choses à faire. Au niveau du catalogage, il y a des... C'est pour ça que c'est intéressant. Puis c'est aussi bien de voir ce qui se passe ailleurs, même si c'est aux États-Unis. Parce que par exemple, en fait, j'ai l'impression que les anglophones, ils sont déjà super bien, ils sont déjà en réseau, tu vois, de façon assez structurée, et ils n'ont pas la même approche du travail documentaire qu'en France. On a toujours été un peu à la bourre en France au niveau des bibliothèques par rapport à cet univers-là. Et donc, en fouillant un peu, je me suis rendu compte que aux États-Unis, mais pas seulement, aussi ça rejoint l'Angleterre, puis l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ils utilisent des réseaux sociaux, des sites communautaires pour communiquer. Donc t'as un site communautaire qui s'appelle We Magazine, et chacun a sa page, tu vois. Il y a plein de fanzines du monde entier, mais la plupart parlent anglais. Et j'avais l'impression qu'en Europe, en particulier en France, Espagne, Allemagne et tout, on n'était pas du tout identifiés dans ces réseaux-là, alors que eux échangent beaucoup sur leur production, mais pas seulement. Il y a aussi un groupe Yahoo qui existe de fanzinothécaires, tu vois. Zine Librarians, enfin, je le prononce super mal, mais... Et eux, ils se posent des questions sur voilà, le catalogage, le truc, la convention de machin, de bidule. Et pourquoi on n'était pas là-dedans? Tu vois, jusqu'à présent, on était un petit peu éloignés. Je pense que c'était par rapport à la langue, sûrement aussi, quoi. Et donc, on a raccroché tous ces wagons. Et c'est bien parce que je me suis... Enfin, pour l'instant, je me rends compte qu'on a le fond de fanzine le plus important qui existe, quoi. C'est parce que, voilà, et aussi il y a un historique, il y a un soutien de la ville notamment, qui fait qu'il y a 5 salariés aujourd'hui et qu'on travaille à ça, qu'on a pu regrouper ce fonds. Et... Parce que les expériences que je peux voir à côté, c'est la plupart du temps du bénévolat, donc au bout d'un moment ça s'essouffle. Et il n'y a pas les financements non plus
Voilà, il n'y a pas les moyens pour regrouper un fonds aussi important et travailler là-dessus, mais il existe quand même une multitude d'expériences. Alors en Angleterre, je m'étais rendu compte, enfin les personnes qu'on a contactées, elles travaillent plus sur des fonds politiques. Je sais pas, à New York, c'est carrément une section dans une bibliothèque universitaire, tu vois, et c'est spécialisé dans les fanzines féministes. Enfin, c'est hyper pointu. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à Portland? C'est carrément un centre de ressources de publication indépendante, si tu veux. Et ils font beaucoup d'ateliers avec les mots. C'est plus le côté vraiment création qui est développé. Enfin, ils font tous des choses très différentes, quoi. C'est un site communautaire de fanzineux et de fanzinothécaires. Donc tu vois, là j'ai créé la page de la fanzinothèque. Et après, on fait partie de... Après t'as plein de fiches et t'as des groupes, par exemple. On est inscrit à 2 groupes. Il y a un groupe de fanzinothécaires et un groupe de fanzineux d'Europe, par exemple. Parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui sont du monde entier et puis qui se regroupent par... je sais pas, par affinité, par centre d'intérêt, enfin par spécialité, on va dire. Après, tu peux aller là-dessus, par exemple. Donc ça, c'est les ricains qui ont mis ça en place? Ouais, je pense que c'est la nana, c'est Jenna de New York, à mon avis, qui a mis ça en place, parce qu'elle est très active. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a eu un article dans son fanzine new-yorkais. C'était la classe.